J'appelle maintenant Patrick Goudot venir modérer la séance avec moi. Tu vas peut-être rester, oui, au pupitre puisque tu fais l'introduction. Donc, Patrick Goudot nous fait l'introduction de la séance dont le sujet est de la défiguration à la refiguration, les enjeux de la CMF. La CMF, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. C'est quoi la CMF? La chirurgie maxillofaciale, Monsieur le Président, faites pas semblant de pas comme ça. Il y avait dans les journaux récemment un article sur cette manie française d'utiliser uniquement les initiales, les acronymes. Nous laisserons l'acronyme et nous prendrons toute notre place, Monsieur le Président, je te le promets. Merci. Chirurgie maxillofaciale. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir sollicité et consacré cette session à la chirurgie maxillofaciale. Tu faisais allusion tout à l'heure au film de Didier Croze, paru en 2018 sur la disgrâce. Et c'est sous ce terme-là que tu m'as sollicité pour organiser cette session. Alors, quelques mots quand même sur la chirurgie maxillofaciale. Tu faisais allusion tout à l'heure à la place des gueules cassées. C'est une histoire pluriséculaire que celle de la chirurgie maxillofaciale, puisque dans de très nombreux documents, comme le papyrus de Smith, il en est déjà question avec plus de 50% du traité dédié à la spécialité. Et puis, puisqu'on parlait de disgrâce, eh bien, chez les hindous, la disgrâce morale était accompagnée, entre guillemets, d'une disgrâce physique et de l'amputation du nez. Premiers exemples de rhinopoïèse avec des méthodes qui ont encore été appliquées il y a un siècle de cela. Période obscure jusqu'au Moyen-Âge, bien sûr, où seule la traumatologie garde une petite place dans les traités médicaux. Et il faut attendre la Renaissance pour que jusqu'au XIXe siècle, on parle de reconstruction, avec une période charnière qui sont les conflits de la fin du XIXe et du début du XXe, qui sont notre héritage. Ce sont les gueules cassées, on ne va pas en parler beaucoup. J'ai trouvé ce texte de Garaudy. J'aperçus dans la pénombre la face épouvantée du caporal téléphoniste que cachait en partie un masque de sang noir. On sait très bien que ces gueules cassées étaient particulièrement exposées, ces gueules, puisqu'au fond des tranchées, seule la gueule émergeait en quelque sorte. C'est aussi l'essor des premiers centres de chirurgie maxillofaciale et bien sûr, voilà, on parle déjà d'Amiens, on en reparlera, et d'autres centres spécialisés à l'arrière. Et les premières publications de la spécialité avec cette restauration du maxillofacial, numéro 1, première année, avril 1917, où on parle des plaies, des fractures des mâchoires et des cires, déjà. C'est aussi à cette époque que sont posés les premiers grands principes de notre spécialité et de sa reconstruction. Créer, c'est conserver, définition des délais avant la reconstruction et mise en place, organisation de la coopération entre chirurgiens et prothésistes, avec des résultats absolument extraordinaires. Voilà des reconstructions faites avec des lambeaux locaux. La complexité dans notre spécialité, c'est de devoir reconstruire la face, l'enveloppe extérieure, la peau avec lambeaux locaux et lambeaux régionaux, mais aussi la muqueuse. Alors, on voit réapparaître ces bonnes vieilles méthodes, entre guillemets, de la Renaissance. C'est le lambeau de Tagliacozzi, premier lambeau à distance. Et la place des prothèses, dont Sébillot dit que c'est par une collaboration de tous les instants, une collaboration subentrante, que le chirurgien et le prothésiste peuvent mener à bien la tâche difficile qui leur incombe. Pour ça, pour les premières méthodes d'immobilisation des fractures et puis les premières épithèses. C'est au revoir là-haut, on en reparlera. Tout cela est superbement exposé au musée du Val-de-Grâce, que je vous engage à aller visiter si par hasard vous ne le connaissiez pas encore. Voilà, ça a été il y a quelques années. Alors je passe sur la loterie nationale et les gueules cassées qui en ont fait, loterie nationale qui en a fait la fortune. La chambre des officiers de Marc Duguin. Le au revoir là-haut de Pierre Lemaître, mise en scène sur nos écrans, avec le succès qu'on a connu. Quelques grands noms, celui de Paul Tessier, bien sûr, qui a franchi
pour la première fois les confins crânio-faciaux, et celui de Brenmark, orthopédiste que rien ne destinait à notre spécialité et qui a osé poser les premiers implants dans le service à l'époque. Un implant qui est dans l'os et qui passe à travers la muqueuse pour se trouver en bouche, jamais. Eh bien, ce jamais est devenu une méthode extrêmement populaire à travers le monde. À tous les âges, et je laisserai Marie-Paul Vasquez nous parler de ces disgrâces chez l'enfant, la traumatologie qui a été l'occasion de voir la chirurgie maxillofaciale occuper le devant de la scène, entre guillemets, malheureusement, à l'occasion des attentats de 2015. La cancérologie dont nous parlera Chloé Bertolus. Ce que j'ai mis en jaune, là maintenant, ce sont des extraits du livre de Philippe Lançon, Le Lambeau, que je vous engage à lire si par hasard vous ne l'aviez pas déjà fait, et qui décrivent 3 mois au sein du service de chirurgie maxillofaciale de la Pitié-Salpêtrière. Vu de l'autre côté du miroir, c'est extrêmement instructif et passionnant. Mais voilà, à tous âges, parce que même à un âge avancé, l'édentement est elle aussi une disgrâce, un handicap social au-delà de handicap morphologique qui peut être majeur. Alors voilà, on s'est retrouvé en première page. Bernard, tu excuseras cette diapo, mais je ne pouvais pas ne pas en parler. Et on le retrouve à Amiens. Amiens était en première ligne en 14. Amiens s'est retrouvé en première page en 2005. Et puis, malheureusement, les événements de 2015 nous ont, là encore, remis en première page. De quoi étais-je coupable, si ce n'est d'avoir été au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment, pose Philippe Lançon comme question dans son livre. Alors, les avancées techniques. Les avancées dues au numérique dont nous parlera Thomas Schumann, et voilà l'exemple d'une personne qui ne se cache plus, je lui ai caché les yeux mais tout le monde la connaît. Elle a encore témoigné il y a quelques semaines au Palais de Justice. C'est les challenges de la reconstruction, et Thomas Schumann nous développera les techniques utilisées grâce au numérique et des résultats remarquables en cancéro. Les malformations congénitales, on en parlera aussi. Voilà cet homme qui, la cinquantaine, installé dans la vie, a décidé que les séquelles de son syndrome automandibulaire, ça suffisait comme ça, et qu'il avait envie de retrouver une apparence et une denture adéquates, avec quelques acrobaties chirurgicales que le numérique nous a permis de faire. On n'aurait peut-être pas fait aussi bien et aussi de façon aussi stable auparavant. Et les atrophies maxillaires, maxillomandibulaires, atrophie extrême, handicap considérable dont je vous parlais tout à l'heure. Mais la prothèse maxillofaciale n'a pas perdu sa place. Voici les séquelles d'un sarcome de la glande lacrymale chez cet homme, avec cette greffe de peau qui protège la dure mère et cette épithèse qui a été réalisée par notre défunt ami Pierre Sabin et qui donnait à cet homme qui lui permettait de garder sa place sociale. Alors, des enjeux psychologiques. Là, je me suis vengé. Ouchang Guilliardi va vous parler tout à l'heure. Il nous a accompagnés dans le service en tant que psychiatre et psychanalyste pendant de très nombreuses années. Mais comme il m'a invité il y a quelques semaines dans un cénacle de psychanalyste où j'étais seul chirurgien, j'ai décidé de l'inviter en tant que seul psychanalyste dans un cénacle de chirurgien aujourd'hui. Voilà, c'est un échange de bons procédés, Ouchang. Et ces questions, ces réflexions de Philippe Lançon dans Le Lambeau, qui est paru il y a 3 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Est-ce bien moi? Qui suis-je? Voilà des questions que Ouchang évoquera tout à l'heure. Je voyais ce que je voulais voir. Je n'avais pas compris à quel point le bas de mon propre visage était décomposé. Ces patients défigurés sont, avec leur accord, mis en valeur de façon extraordinaire dans cet ouvrage de Candice Sellier qui s'appelle « Les réécritures de la chair ». Candice Sellier, la photographe du service, et elle a fréquenté, entre guillemets, rencontré ces gens à plusieurs reprises et obtenu d'eux qu'ils acceptent cette exposition dans son livre, et cette exposition qui a eu lieu fin 2018 dans la chapelle de la Salpêtrière. Tout le monde n'a pas accepté. Ah, ça arrive même aux belles femmes, il y a une justice quand même. Ils sont capables de dire certaines langues hypérines. Et qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle se prend pour une Chinoise à l'époque où le port du masque n'était encore pas la règle.
Des enjeux éthiques, la reconstruction faciale, qui et comment? Qui nous dira Chloé Bertolus? Comment nous dira Bernard de Vauchel? Et puis peut-être nous parlera-t-il de la greffe de face. L'éthique, c'est l'esthétique du dedans, comme dit Pierre Reverdy. Alors des perspectives de décellularisation, travaux menés par Benoît Langelet à Louvain. Halte pèlerin, mon voyage allait de danger en danger, il est juste comme mon visage après m'avoir dévisagé. Dernier poème de Jean Cocteau en 1962. Alors voilà le programme. J'ai essayé de rassembler une dream team, comme disent les basketteurs américains. Merci de me donner l'occasion de les présenter tous. Merci à eux d'avoir accepté. Merci à l'Académie de nous avoir invités. Je vous remercie. Merci Patrick de cette très belle présentation. Je reviens sur la réunion que tu avais organisée avec Chloé Bertolus dans la chapelle de la Salpêtrière il y a 3 ans, à l'occasion de la guérison de Philippe Lançon. J'y représentais l'Académie de chirurgie et j'avais été admiratif de l'organisation et du déroulement de cette séance. Je voudrais faire également un deuxième commentaire à propos de Tagliacozzi. Tagliacozzi, c'est un chirurgien plasticien de la Renaissance, de l'Italie du Nord, sur lequel notre trésorier, notre archiviste bibliothécaire Patrice Le Floch-Prigent a beaucoup travaillé. Patrice, est-ce que tu veux parler du sujet de ton travail avant d'enchaîner avec Chloé Bertolus? Je ne suis pas le seul à travailler sur Tagliacozzi. Il y a plusieurs livres qui sont parus, italiens, anglais, et qui chacun ont un point de vue un peu différent. C'est l'archétype de l'hospitalo-universitaire de son temps, donc il y a plus de 4 siècles. Et ce qui est détonnant, il n'a probablement pas inventé le procédé, mais il l'a rationalisé. Et donc, dans son ouvrage de 1597, il y a une série de planches absolument extraordinaires qui ne correspondent plus à nos critères modernes, mais qui correspondent bien à un cheminement chirurgical complètement moderne. Et son procédé a été utilisé jusqu'à la fin de la guerre de 14, parce qu'il était certes long et douloureux, mais il était extrêmement efficace. Merci beaucoup, Patrice. Un commentaire supplémentaire. Ce procédé a été utilisé beaucoup plus tardivement, puisque Bernard et moi, qui avons été militaires, entre guillemets, à Bégin, à la fin des années 70, c'est le principe du lambeau tubulé qui était encore utilisé pour des reconstructions faciales. Et dans ma thèse de l'époque, qui s'appelait « Reconstruction des vastes pertes de substance du plafond buccal », le lambeau tubulé, qui là venait du pli inguinal au lieu de venir du bras, mais le principe était le même, était encore utilisé pour fermer ces perforations, ces pertes de substance du plafond buccal. On passait, notre maître Jean Ponce passait le lambeau tubulé à travers la joue pour venir le mettre en bouche. Donc voilà. Ce lambeau a été, ces lambeaux migrateurs, parce que c'est déjà un lambeau migrateur, ont subi, entre guillemets, l'apparition des lambeaux pédiculés, puis bien sûr après des lambeaux micro-anastomosés. Il a fallu cette évolution chirurgicale pour que ces lambeaux migrateurs ne soient plus utilisés. Donc il y a une quarantaine d'années. Ce qui est de plus étonnant, c'est qu'on ne savait pas pourquoi ça marchait, mais ça fonctionnait. Donc, comme beaucoup de choses en chirurgie depuis plusieurs milliers d'années, on commence par faire, ça fonctionne, et puis plusieurs milliers d'années après, on démontre pourquoi ça fonctionne. Merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup, Patrick.